Une jeune femme disparaît après avoir envoyé un message tard dans la nuit, et quelques jours plus tard, des amis de la famille font une découverte macabre. Maintenant, un homme est derrière les barreaux, mais voici le rebondissement. Il n'est pas accusé de meurtre, et la police dit que cette affaire est loin d'être terminée. Je suis Anne-Jeannette Levy, et voici Crime Fixe. Huit jours éprouvants. C'est le temps qu'une jeune femme a été portée disparue avant que des amis de sa famille ne la retrouvent. Ni la police, ni les chiens de recherche, mais les amis de sa propre famille. Selon la police, Karen Deanne Hollis a disparu de Northport, en Alabama, au beau milieu de la nuit, et maintenant un homme est en prison. Mais voici ce que nous ne savons pas. Que lui est-il réellement arrivé? Et quel est le lien entre cet homme et elle? Ce sont ces questions qui font que cette affaire n'a aucun sens pour le moment. Parce que l'accusation contre lui, ce n'est pas un meurtre. C'est tout à fait autre chose. Mais selon l'unité des crimes violents de Tuscaloosa, cette enquête est toujours en cours, et ils disent que des accusations supplémentaires pourraient être déposées ou même requalifiées. Et nous avons les détails à examiner qui pourraient avoir un impact sur cette enquête. Son dernier SMS. Nous avons la version des faits de son petit ami. Et surtout, comment le corps de Karen a été retrouvé. Je vais vous parler de l'élément de preuve électronique clé qui les a menés à cette découverte. Revenons en arrière, cette histoire est lourde à digérer. Voici Karen Hollis. Elle avait 23 ans, les yeux bleus, les cheveux blonds, mesurait 1,68 m et pesait environ 45 kg. Selon l'Alabama Law Enforcement Agency, elle a été vue pour la dernière fois le 8 mai vers minuit à Northport, en Alabama. C'est à environ 100 km de Birmingham. Maintenant, voici une information importante communiquée par la police. Ils disent que Hollis avait un problème médical qui pouvait altérer son jugement. Alors, quand elle n'est pas rentrée à la maison, sa famille s'est rapidement inquiétée. C'est sa sœur qui a signalé sa disparition, disant aux médias locaux, je cite, « Je ne me sens pas bien. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas pu dormir. Je n'ai rien pu faire parce que je m'inquiète pour sa sécurité. » Selon l'unité des crimes violents de Tuscaloosa, les premiers éléments laissaient penser qu'il pourrait s'agir d'un acte criminel. L'unité des crimes violents a donc collaboré avec la police de Northport. Au cours de l'enquête, les autorités affirment avoir exécuté plusieurs mandats de perquisition et recueilli des preuves matérielles, des témoignages et ce qu'elles appellent, je cite, des preuves électroniques. Une personne présentant un intérêt pour l'enquête a été identifiée, mais à ce moment-là, Karen n'avait pas encore été retrouvée. Ils avaient donc un suspect, mais pas de corps. Pendant tout cela, nous avons appris davantage sur ce qui s'est passé avant la disparition de Karen. Son petit ami, Zachary Slaughter, a déclaré à CBS 42 que Karen lui avait en fait envoyé un message vers 23 heures. Elle lui avait dit qu'elle allait au magasin acheter un Reese's au beurre de cacahuète et qu'elle ne se sentait pas bien. C'est la dernière chose qu'elle lui ait jamais envoyée par message. Zachary a dit à CBS 42 qu'il avait essayé d'appeler Karen à 4 heures du matin quand il s'est réveillé, mais qu'elle n'a pas répondu. Puis, à 5 heures du matin, les enquêteurs frappaient à sa porte. Slaughter a déclaré au New York Post que la police l'a pris pour un suspect à son arrivée. Il a également déclaré à CBS 42 qu'un spécialiste des cautions judiciaires lui avait conseillé de ne pas contacter Karen Hollis en raison d'une précédente accusation de violence domestique, bien que nous n'ayons pas pu vérifier nous-mêmes ses antécédents. Mais Slaughter affirme qu'ils s'étaient en réalité réconciliés. Il a déclaré aux médias « Il lui suffisait de m'appeler, mais elle n'en a jamais eu l'occasion et je n'étais pas là. » Voilà où en étaient les choses. La police avait une personne qui intéressait les enquêteurs, mais aucun corps et aucune réponse pour la famille jusqu'au 16 mai, 8 jours après la disparition de Karen. Selon l'Agence des forces de l'ordre de l'Alabama et la police de Northport, ce ne sont pas les agents qui l'ont trouvé. Des amis de la famille de Karen l'ont retrouvé. Ils fouillaient une zone du comté de Greene, une zone qui, selon l'unité des crimes violents, a été identifiée grâce à des preuves électroniques. Une amie de la famille de Karen Hollis a déclaré à Six News que sa famille avait reçu une localisation de son téléphone portable dans le comté de Greene. Alors ils sont allés chercher Karen là-bas dimanche. Jesse Dixon a déclaré à Six News qu'il ne pouvait voir que les pieds de Karen et que le reste de son corps était recouvert d'un grand sac poubelle noir. Une personne qui intéressait les enquêteurs a été immédiatement placée en détention. Il s'agit de cet homme, Randall Lindell DeJournay. Il a 44 ans et en ce moment, il est détenu à la prison du comté de Tuscaloosa avec une caution en espèces de 15 000 $, mais l'accusation porte sur l'atteinte à l'intégrité d'un cadavre.
Al.com rapporte que les images de vidéosurveillance ont montré 2 journées quittant l'appartement avec Karen la nuit où elle a disparu. La question demeure, qu'est-il arrivé à Karen Hollis après être allé chercher le Reese's Cup? Comment est-elle morte? D'autres accusations seront-elles finalement retenues dans le cadre de sa mort? L'unité des crimes violents de Tuscaloosa indique que d'autres accusations pourraient être retenues ou requalifiées selon les résultats de l'autopsie du département des sciences médico-légales de l'Alabama. Donc cette autopsie pourrait tout changer. Après la découverte tragique du corps de Karen, sa sœur s'est exprimée sur Facebook en écrivant « Tu me manques, mon cœur souffre. On prévoyait de se revoir et d'aller pêcher ensemble. S'il te plaît, dis à notre frère qu'il me manque et que je l'aime. Tu resteras à jamais âgé de 23 ans, tout comme lui. » Et dans une autre publication, elle a écrit « Je veux tellement qu'elle revienne, une partie de moi est partie avec elle. » Une cagnotte GoFundMe a également été créée pour récolter des fonds pour la sœur de Karen et ses parents afin de les aider à l'enterrer et à lui offrir les funérailles qu'elle mérite. Cette cagnotte GoFundMe indique « C'était un bel et merveilleux ange arraché à sa famille beaucoup trop tôt dans la vie. Elle était le rayon de lumière et de joie de tout le monde, et son rire était toujours contagieux. Elle trouvait toujours le moyen de rire même dans les situations difficiles. Elle a toujours été un esprit libre, une enfant sauvage que tout le monde aimait et appréciait côtoyer. » Alors la question que tout le monde se pose, que s'est-il réellement passé avec Karen Hollis? Nous ne le savons pas encore, et les autorités ne disent rien, mais nous allons parler à un commandant de police à la retraite. Il va nous aider à comprendre ce que tout cela signifie et quelles pourraient être les prochaines étapes. Il y a donc énormément de choses à analyser dans cette affaire. Pour m'y aider, je souhaite inviter Will Svilar. C'est un ancien détective de la brigade des homicides de la police de Chicago. Il a déjà vécu ce genre de situation de très nombreuses fois. Will, c'est une affaire vraiment tragique. Merci beaucoup d'être venu en parler avec moi. Oui, une affaire vraiment horrible. Mais d'après tout ce que j'ai lu à ce sujet, il semble qu'ils aient trouvé le bon suspect. Il ne reste plus qu'à attendre la cause et les circonstances du décès avant qu'il n'aggrave les accusations d'outrage à cadavre. Et parlons-en. Pour moi, l'accusation d'outrage à cadavre semble être simplement un prétexte pour le garder en détention. Ils disent « D'accord, on l'a pour ça. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire l'autopsie, attendre peut-être les résultats de la toxicologie. » Heureusement, ils ont rapidement retrouvé son corps. Donc, la décomposition, évidemment, avait commencé, mais ils l'ont retrouvée assez rapidement. Donc, elle n'est pas tellement décomposée qu'ils ne devraient pas pouvoir déterminer la cause et les circonstances de sa mort. C'est exactement ce qu'ils veulent, la cause et la manière. Tu as raison pour l'accusation d'outrage à un cadavre. Il y a beaucoup d'informations et de preuves. J'ai lu qu'il existe des preuves matérielles et des auditions. Il y a les preuves électroniques qui permettent de localiser la zone, de suivre les déplacements de l'auteur et aussi de notre victime ici. Donc, je pense qu'ils ont facilement pu établir des motifs raisonnables qu'elle était avec lui et qu'il l'a déplacée. Sans connaître la cause et les circonstances du décès, vous n'avez pas de motif raisonnable pour une accusation de meurtre. Vous avez raison, c'est ce qu'ils attendent. Ce qui me frappe vraiment dans cette affaire, et peut-être qu'on en apprendra plus au fur et à mesure que l'enquête avancera. Sa famille a tout de suite su que quelque chose n'allait vraiment pas du tout. Et ça, vous savez, il y a beaucoup de cas où il peut s'écouler un certain temps avant que quelqu'un soit signalé disparu, mais pas dans ce cas-là. Ils ont dit qu'elle avait un certain type de problème médical qui pouvait altérer son jugement. Qu'est-ce que vous pensez qu'il se passait avec Karen? Pensez-vous qu'il pourrait s'agir d'un problème de santé mentale ou peut-être d'un handicap développemental? Qu'est-ce que vous pensez qu'il se passe là-bas, où ils ont su immédiatement, mon Dieu, que quelque chose n'allait pas? Eh bien, ça pourrait très bien être un problème de santé mentale ou quelque chose de cognitif, mais ce qui me frappe quand j'ai relu ces rapports, c'est que son dernier message à son ex-petite amie était « Je vais prendre une confiserie au beurre de cacahuète ». Ça me fait penser, ou cela me suggère qu'il est possible qu'elle soit diabétique et qu'elle fasse une hypoglycémie. C'est une bonne remarque. Cela pourrait vraiment changer ta façon de penser. Je le sais, ma fille de 25 ans est diabétique de type 1 depuis ses 7 ans. Nous gardons des bonbons ou comprimés de glucose dans toutes nos voitures au cas où elle ferait une hypoglycémie. Parce que cela peut, tu sais, ça peut vraiment modifier ta façon de penser. C'est ce qui m'a frappé, je penche pour le diabète dans ce cas. Je peux me tromper, mais c'est ce que, tu vois, c'est l'impression que ça me donne. Alors, essayons de faire le lien ici. On essaie de reconstituer les faits parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ignore.
Karen pourrait-elle sortir chercher une confiserie au beurre de cacahuète parce qu'elle était en hypoglycémie? Et toi et moi, je veux dire, on essaye de rassembler tout ça et on fait un peu de spéculation ici. Se pourrait-il qu'elle sorte juste chercher cette friandise au beurre de cacahuète en envoyant un message à son petit ami? Et puis, d'une manière ou d'une autre, ce type de journey, Randall de journey, la rencontre, voit quelqu'un de vulnérable et l'enlève. Je veux dire, est-ce que c'est peut-être ce qui s'est passé ici? C'est tout à fait possible que ce soit ce qui s'est passé. Comme tu l'as dit, on spécule, mais d'après ce que j'ai compris, ils vivaient dans le même complexe, le même immeuble d'appartements. Peut-être qu'il y avait un aspect social avant. Et je veux juste te dire, tu sais, se croiser par hasard. Je ne veux rien dire d'autre que ça. Comme quand tu vois ton voisin, tu dis bonjour ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'elle ne se sent pas bien. Je connais les symptômes d'hypoglycémie. Encore une fois, ce ne sont que des spéculations. Mais tu es très confus. Tu monteras en voiture avec n'importe qui. Wow. C'est vraiment, vraiment terrifiant. Ils savent immédiatement qu'il y a un problème. Et vous savez, parce qu'ils ont pu identifier un suspect si rapidement dans cette affaire. Et comme aujourd'hui il y a des caméras partout, pensez-vous qu'on va peut-être voir que des images de vidéosurveillance jouent un rôle énorme dans cette affaire, à votre avis, Will? Vous allez absolument voir cela. Vous allez voir, et encore une fois, comme vous l'avez dit, ils ont été très rapides à identifier ce type comme une personne d'intérêt. Et ce qu'il y a de bien ici, c'est que ce qui me rend fou dans beaucoup d'affaires de personnes disparues, c'est la façon dont elles sont traitées au départ. Vous savez, il y avait une règle au sein du département de police de Chicago pendant des années qui disait que si une personne adulte n'était pas absente depuis 24 heures, on ne pouvait pas vraiment faire un signalement de disparition. Je trouve ça ridicule. Les gens commencent à accepter l'idée que s'il s'agit d'une personne adulte qui n'a pas d'autres facteurs ou qu'il n'y a pas d'autres éléments présents, alors peut-être qu'on attend. Dans ce cas et d'autres similaires, je pense qu'il faut partir du signalement de la disparition. Si la personne réapparaît après 15 heures, 10 heures ou 20 minutes, l'affaire est classée. Mais il ne faut pas perdre de temps au début de l'enquête, ce qui n'a pas été le cas ici. Je pense qu'il y a beaucoup de preuves contre ce type. Elle a été retrouvée. Disparue depuis 8 jours, ils l'ont retrouvée. Comment penses-tu qu'ils ont fait ça? Tu crois qu'ils ont reconstitué ces déplacements avec des téléphones portables, une vidéo, tu sais, des traces? En tant qu'ancienne enquêtrice, retraitée, quel est ton avis sur la façon dont ils ont pu retrouver les restes de la pauvre Karen? Je pense que ça va se jouer sur les données électroniques. Je pense qu'ils ont localisé son téléphone. Ils ont retrouvé un téléphone. Je sais que son téléphone a été retrouvé au bord de la route après l'accident. Il y a eu une alerte sur le téléphone de quelqu'un d'autre disant qu'il y avait eu un accident. Certains téléphones portables envoient une alerte signalant un accident. Le téléphone a été trouvé dans cette zone que vous devez désormais fouiller. Et d'après ce que j'ai compris, il y avait une équipe de recherche composée de civils qui s'est impliquée et qui a fini par la retrouver. Donc je pense que ça va se jouer sur les données électroniques. Ils ont retracé ses déplacements. Ils ont retracé les déplacements du malfaiteur et ça les a amenés à cet endroit. Puis ensuite, il y a eu une bonne vieille recherche traditionnelle. Hmm. Vous savez, sa sœur, la sœur de Karen, a écrit sur Facebook: Tu me manques, mon cœur souffre. On voulait passer du temps ensemble et aller pêcher. Dis à notre frère qu'il me manque et que je l'aime. Tu auras pour toujours 23 ans, comme lui. Cette famille, apparemment, il semble que son frère, leur frère, soit aussi décédé à 23 ans. Karen avait 23 ans. Cette famille subit maintenant une deuxième tragédie en perdant un frère ou une sœur et un enfant à l'âge de 23 ans. Je n'imagine pas ce que vit cette famille. Alors, parlez-moi de la façon d'interagir avec les familles, ces victimes qui ont perdu des proches, surtout des enfants, Will. Cela doit être absolument émotionnellement horrible pour les familles et pour les enquêteurs qui travaillent sur ces affaires. Annoncer à quelqu'un la mort d'un proche est la tâche la plus difficile de ce métier. Euh, on ne veut pas vraiment se mettre à la place de ces gens pour comprendre leurs sentiments, car on ne veut pas les ressentir. Mais il faut absolument écouter. Et les réactions des gens, la gamme d'émotions est très large. Il y a de la colère, c'est généralement la colère au début. Et ensuite, c'est, vous savez, une profonde tristesse. Et puis, au fur et à mesure que l'enquête avance, que le temps passe, il est essentiel de continuer à parler à la famille. Et vous savez, il faut juste, et je ne veux pas dire être une oreille attentive, mais il faut l'être.
S'ils sont en colère contre la façon dont les choses se sont passées, il faut les laisser l'exprimer. Les gens gèrent les choses de différentes manières, mais c'est absolument la chose la plus difficile à faire que de dire à quelqu'un, de regarder quelqu'un en face et de dire «Je suis désolé que cette personne ne soit plus là». Donc, le corps de Karen sont retrouvés. Ils arrivent à trouver, la police arrive à retrouver son corps. Maintenant, le travail pour découvrir comment elle est morte et pourquoi elle est morte a commencé. Comme je l'ai mentionné plus tôt, elle avait disparu. Elle a été portée disparue pendant 8 jours. Donc, selon les conditions météorologiques et selon les conditions dans lesquelles ces restes ont été retrouvés, de nombreux éléments de preuve pourraient encore être présents sur ces restes. Alors, dites-moi ce que vous vous attendez à trouver ou pourriez trouver lors de son autopsie. Comme vous l'avez dit, les éléments jouent un rôle important dans tout ça. Vous parlez de l'Alabama à la mi-mai, donc vous savez qu'il va faire chaud. Mhm. Et sans entrer dans les détails trop graphiques, la chaleur accélère la décomposition et on peut ainsi perdre des preuves. Mais dans ce cas, je pense qu'une grande partie de ces restes étaient dans un sac poubelle, ce qui peut préserver des éléments que vous auriez pu perdre si elle avait été simplement exposée dans un champ. Donc vous cherchez n'importe quel type de preuve médico-légale. Vous cherchez de l'ADN, vous cherchez la cause et les circonstances du décès. Donc vous cherchez des blessures pénétrantes, vous cherchez des blessures par balle, vous cherchez des fractures de l'os hyoïde pour suggérer une strangulation. Tout cela devrait être présent lors de son autopsie. Vous savez, je déteste en parler parce qu'on ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. On ne sait vraiment pas. Mais est-ce que quelque chose dans les circonstances entourant cela, je veux dire, il y a une différence d'âge de 20 ans entre Randall de Journée et Karen. Et il semble, on ne le sait pas parce qu'il n'y a aucune accusation à ce sujet, mais elle a disparu. Il semble qu'elle ait été emmenée. Est-ce que quelque chose dans les circonstances entourant cela et le fait qu'elle ait été retrouvée morte dans un sac poubelle dans les bois vous suggère qu'elle a été agressée sexuellement? Il y a toujours cet élément. Quand vous en parlez, encore une fois, je ne connais pas les antécédents de la personne arrêtée. Je ne sais pas s'il y a eu de la violence ou quelque chose comme ça dans ses antécédents, mais il y a toujours cet élément qui inquiète dans une affaire comme celle-ci, quand quelqu'un est porté disparu puis retrouvé assassiné. Oui, je ne serais pas du tout surpris s'il y avait eu une agression sexuelle dans cette affaire. Encore une fois, c'est toujours présent. D'après mon expérience, dans des affaires comme celle-ci, c'est presque toujours le cas. Mhm. Il est détenu pour atteinte à l'intégrité d'un cadavre. L'autopsie, vous savez, un résultat préliminaire pourrait arriver dans quelques jours selon le stade de décomposition. Combien de temps pensez-vous qu'il leur faudra pour éventuellement requalifier les charges? S'il y a une conclusion définitive à l'autopsie, comme si vous voyez des preuves d'une blessure par balle, des signes d'étranglement ou de coups de couteau. Comme discuté, ce sera rapide car vous aurez la cause et la manière du décès, tandis que la toxicologie peut prendre des semaines pour les résultats. Donc ça prend beaucoup plus de temps. Mais si, lors de l'autopsie, il y a des signes évidents que c'est un décès et que c'est un décès causé par quelqu'un d'autre, un homicide, il pourrait l'inculper dès que, vous savez, quelques heures après que les résultats de l'autopsie soient connus. Eh bien, c'est une affaire déchirante. Cette famille est tout simplement en deuil en ce moment. C'est une femme de 23 ans, toute petite aussi. 1,68 m, 45 kilos. Je veux dire, elle est vraiment menue. Ce n'est probablement pas quelqu'un qui aurait pu se défendre. Surtout si elle est sous l'emprise de quelque chose ou si son état d'esprit est altéré. Oui, c'est vraiment horrible. Alors, Will Svillard, nous allons garder un œil là-dessus. Je vous remercie vraiment du temps que vous nous avez accordé et de votre expertise, comme toujours. Et nous vous inviterons à nouveau. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Donc, encore une fois, Randall D. DeJourney est détenu pour cette accusation d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre avec une caution fixée à 15 000 $. Nous vous tiendrons informés si les charges évoluent dans cette affaire. Et s'il vous plaît, priez pour la famille de Karen Hollis. C'est tout pour cet épisode de Crime Fixe. Je suis Anjanette Levy. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À la prochaine.